Mesdames et messieurs, nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir notre invité du matin. Invité du matin sur Télé 50, c'est le professeur Abbé Bala. Professeur, bienvenue. Bonjour Crispin, merci de m'avoir invité sur ce plateau prestigieux de Télé 50. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté l'invitation ce matin, surtout avec l'annonce du retrait du M23. Piège ou réalité, on se pose la question. Piège, réalité, je ne sais pas. Réalité, certainement pas. Je vais dire d'emblée, je n'aime pas faire la langue de bois. Je connais le M23. Le M23, c'est le mouvement du 23 mars, c'est-à-dire le CNDP. Parce que nous avons signé un accord avec le CNDP et les autres groupes armés qui étaient là auparavant à la conférence de Gaulle. C'était le 23. 2009. Ouais. Et puis, certains officiers qui avaient été pourtant amnistiés, qui avaient participé, si je puis dire, à l'offre du gouvernement de les intégrer dans l'armée. Certains officiers comme Sultani Makenga, comme Bosco Ntaganda et d'autres, des officiers dont nous savions qu'ils appartenaient à l'armée rwandaise, au RDF, eh bien, ces officiers-là ont fait mutinerie. Ils se sont constitués en mouvement qui a repris les hostilités en 2012 jusqu'à menacer la ville de Goma avec l'aide toujours du Rwanda. Eh bien, lorsque les choses se sont compliquées, nous sommes allés en négociation à Kampala, etc., ils ont posé des revendications inacceptables, comme par exemple celle de leur octroyer une terre, vous comprenez, qu'ils allaient gouverner eux-mêmes, c'est-à-dire faire de l'Est du pays ce qu'ils appelaient une zone de libre-échange. Et ils voulaient que... Est-ce que cela s'apparente aujourd'hui avec cette sortie médiatique de lieutenant Ngoma, comment il s'appelle? Je connais même pas son. J'y arrive. Ouais. Mais ils disent, on nous demande de quitter les territoires occupés, mais pour aller où? Comment ça pour aller où? Ils étaient où avant? Lorsqu'on les a vaincus en 2013, ils sont allés où? Ils sont allés où? Ils sont rentrés d'où ils étaient venus. Ils sont allés au Rwanda et en Ouganda, n'est-ce pas? Et nous sommes allés les chercher là-bas parce qu'il s'agissait de les mettre dans un programme de désarmement et démobilisation communautaire. Parce qu'en ce moment-là, il n'était plus question de les intégrer dans l'armée nationale. C'était fini cette affaire là-bas. Le président Kabila avait été clair. On ne peut plus mettre des gens qui viennent des rébellions, on ne peut plus les mettre dans l'armée. Ces intégrations-là, mixage, malaxage, je t'ai parlé du vocabulaire brassicole. Eh bien, c'était fini cette affaire-là. Et donc, quand ils disent qu'ils ne savent pas où aller, ils sont venus d'où? Ils étaient où? Avant d'occuper Bunagana, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient au Rwanda chez eux. Ils étaient en Ouganda chez leurs amis. Comment peuvent-ils dire qu'ils ne savent pas où aller? Et puis, ils commettent des massacres. N'est-ce pas? À Kichiché, ils ont commis des massacres. Plus de 300 personnes qu'ils ont tuées. Comme ils avaient fait déjà en 2008, ils avaient déjà tué 150 personnes. C'est documenté. Pour une fois, les organismes de défense des droits humains comme Human Rights Watch, etc., ont documenté cela. Et c'est comme ça que des sanctions ont été prises contre tous les chefs du M23. Ils ont été sanctionnés par l'ONU. Ils sont sur une liste noire. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ils peuvent dire nous ne savons pas où aller.
ils vont rentrer d'où ils sont venus. Ils sont venus du Rwanda. Ils vont rentrer au Rwanda. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc je ne crois pas à leur discours. Il ne faut pas croire à ce discours. Alors, c'est le discours du Rwanda. Oui, Guylain, vous allez nous prendre cette image d'Anthony Blinken qu'on venait de balancer il n'y a pas longtemps. Mais je constate que c'est après l'échange du ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, qui s'est adressé dimanche au président Kagame, que le M23, subitement, fait une sortie médiatique pour dire nous nous retirons des territoires occupés que nous avons conquis. Est-ce que ça démontre réellement, en clair, que Kagame, le président Paul Kagame, c'est lui réellement qui a ses troupes sur le sol congolais? Parce que là, le ministre des Affaires étrangères américain lui a demandé de se retirer, d'arrêter son influence sur le sol congolais. Les États-Unis soufflent le chaud et le froid. Je ne suis pas tout à fait certain que le discours du secrétaire d'État américain Blinken est un discours sincère. Parce que si en 2012, le M23 RDF s'était retiré de Goma, c'était parce que le président américain de l'époque, vous le connaissez, l'unique président noir que les États-Unis, Barack Obama, a appelé M. Kagame en lui disant « Retirez vos troupes de Goma ». C'est un coup de fil qui a fait retirer. Et donc, de simples déclarations comme celle-là ne suffisent pas. On a vu les images de la visite de M. Blinken au Rwanda, où il était en sympathie avec les autorités rwandaises. Le mémorial du génocide rwandais, génocide que Kagame continue à vendre aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas croire en ce genre de discours, parce que nous avons vu les effets. Les effets sont ceci, c'est que l'Union européenne, pendant que l'Union européenne dit qu'elle participe au processus de Nairobi, elle veut aider à remettre, l'Union européenne regarde d'abord les intérêts non seulement de la France, mais aussi ses intérêts, c'est-à-dire mettre la main sur les dernières réserves de matières premières stratégiques qui sont au Congo, qui sont à l'est du pays. Et l'Union européenne fait quoi? Donne 20 millions de dollars, 20 millions d'euros à qui? À l'armée rwandaise. Et tout le monde, le rapport des Nations Unies est là, les experts des Nations Unies ont bien dit que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, c'est-à-dire ex-CNDP, ex-RCD, etc. On sait que c'est le Rwanda qui est derrière, mais on donne de l'argent au Rwanda. L'armée, les États-Unis donnent une aide structurelle à l'armée du Rwanda. Une aide structurelle et officielle. Allez, on vous retrouve dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Professeur, je rappelle que nous recevons le professeur Abbé Baala sur la question du retrait annoncé par le M23. Est-ce une réalité ou du bluff? Et, professeur, vous avez démontré que depuis toujours, le Rwanda a toujours appliqué la même méthode pour déstabiliser la RDC, et cette annonce ne démontre pas la bonne foi. C'est visiblement de la mauvaise foi, comme d'habitude. Lorsque quelqu'un veut se retirer, il se retire et il rentre d'où il est venu. Quand quelqu'un commence à demander, à faire passer de petites vidéos où ils disent nous allons rentrer où, on va laisser où notre population. Est-ce que cette population les a invités? La population du Nord Kivu
la population sur laquelle ils sont en train de commettre un génocide, oui, il faut le dire, c'est une population de Hutus, n'est-ce pas, de Nandé et de Houndé, n'est-ce pas? Il faut dire les réalités telles qu'elles sont. Cette population ne les a pas invités. Même les Tutsis du Nord Kivu ont dit clairement, ils ont dit devant le président de la République, qui sont venus à Kinshasa, ils ont dit, nous n'avons pas besoin d'être protégés par M. Kagame. C'est quoi cette histoire où un pays étranger vient protéger des populations congolaises contre des milices rwandaises qui combattent soi-disant le gouvernement rwandais sur le sol congolais, contre les FDLR, ce prétexte que le président de la République, d'ailleurs, avec des mots juste a démantelé, il a dit cette histoire-là, il ne faut plus continuer à faire à présenter ce prétexte. Et il parle de l'idéologie génocidaire. Depuis quand les Congolais ont eu une idéologie génocidaire? On a toujours vécu ensemble, on a vécu ensemble ici comme peuple. J'ai aimé le discours du chef de l'État devant les jeunes réunis à Kinshasa. Il a préparé nous ce discours du chef de l'État, oui. Sur le monde devant les jeunes, oui. Le chef de l'État qui avait dénoncé, qui avait tenu des propos directs. Il l'a dit de façon claire et ça j'ai aimé cette façon de le dire. Et il a dit clairement, le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. En fait, ce peuple est aussi victime d'un régime dictatorial et sanguinaire, celui de Kigali, n'est-ce pas? Et le peuple rwandais, qu'il soit Hutu, Tutsi ou toi, ce peuple-là n'est pas responsable des agissements du gouvernement qui le domine actuellement. Si au Rwanda aujourd'hui, on organisait des élections démocratiques, comme au Burundi par exemple, eh bien, la junte militaire qui dirige le Rwanda ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Parce que la majorité, c'est clair, en démocratie, la majorité, c'est la majorité. La majorité gagnerait les élections, comme au Burundi. Vous comprenez que ce régime de Kigali, c'est un régime qui ne peut pas survivre sans la guerre et sans la manipulation qu'ils font sur la question du génocide, sans la manipulation qu'ils font avec la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire les multinationales qui veulent prendre les minéraux du Congo, qui veulent prendre l'Est du Congo par prédation, qui veulent prendre ces richesses par prédation et non pas par des accords économiques. C'est ça que voulait le chef de l'État. Lorsqu'il est allé, lorsqu'il a tendu la main à nos voisins de l'East African Community, il leur a dit, faisons la paix. La paix des braves, c'est laquelle? Au lieu de nous faire la guerre, eh bien, faisons des routes ensemble, des routes qui peuvent faire venir nos produits économiques. Allez, Rwanda, vous avez fait une usine de raffinage d'or. Très bien. Alors, je vous offre la possibilité de faire raffiner notre or chez vous, dans vos usines au Rwanda. C'est ça les accords économiques qu'on a fait avec le Rwanda. Avec l'Ouganda, c'était la même chose. Avec le Kenya, c'était la même chose. Nous étions dans une dynamique d'une action sous-régionale de coopération gagnant-gagnant. Mais le Rwanda ne peut pas se complaire à ça. Le Rwanda a un problème sérieux. Ce problème sérieux, c'est le problème de sa survie en tant que régime. Le régime du Rwanda, sa survie ne peut pas se faire en pleine démocratie. C'est impossible. Le Rwanda est un pays muselé. Lorsque vous allez vous voyez le miroir là de Kigali, n'est-ce pas? Une très belle ville. Mais entrer à l'intérieur, c'est la misère. C'est la misère noire. Et c'est un pays aux allures staliniennes. Donc vous n'avez pas de liberté de parole, vous n'avez pas de liberté d'expression là-bas. Et aujourd'hui donc, c'est ce pays-là, vous voyez des petites vidéos. Moi je m'étonne un peu, les Congolais sont quand même un peu... enfin, je ne comprends pas mon peuple de temps en temps. Il y a une petite vidéo qu'un propagandiste rwandais a faite sur une chaîne de télévision rwandaise, eh bien, où il nous insulte, donc il nous qualifie de nuls, quoi. Nous sommes nuls, comme ils disent, hein, bichuchu. C'est comme ça qu'ils nous appellent les bichuchu, ça signifie des déchets, quoi.
Hein? Et nous sommes des déchets, nos dirigeants sont bon, je ne vais pas dire le mot pour ne pas les insulter parce que j'aime mes dirigeants. Eh bien, les Congolais distribuent ça. Ils distribuent dans tous les réseaux parce que c'est ça la propagande du Rwanda. Montrer que le problème est congolo-congolais. Il n'y a pas de problème congolo-congolais. Personne n'a invité le M23 RDF. Personne, aucun des peuples du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu n'a invité les M23. Et d'ailleurs, aux fameuses négociations qu'on appelle le dialogue intercongolais de Nairobi, eh bien, les groupes armés locaux qui ont été invités, parce qu'on n'a pas invité le M23 RDF, eh bien, les groupes armés qui étaient là-bas ont dit ceci clairement. Nous ne sommes pas en belligérance contre notre gouvernement. Nous n'avons pas comme ennemi les FRDC. Nous avons pris les armes pour défendre nos terres, pour défendre notre terroir. Nous sommes de local defense. C'est-à-dire, nous défendons notre terre contre des groupes armés étrangers instrumentalisés par le Rwanda ou l'Ouganda. Et donc, lorsque nous venons ici, nous ne venons pas négocier notre reddition, parce que nous avions déjà accepté cette reddition. Oui, rappelez-vous, Crispin, ici sur votre plateau, je vous ai parlé du début du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilité. Programme auquel j'ai participé à la mise en route. J'ai participé à la mise en route de ce programme. Parce que c'est le président de la République lui-même qui avait voulu ce programme. Il était venu à Bukavu à l'inauguration de l'Institut international de techniques agricoles IETA de Kalambo, n'est-ce pas? Et par la même occasion, il a tenu un conseil supérieur de la défense à Bukavu, avec tous les généraux de l'état-major, avec le ministre de l'Intérieur, avec tout le staff de la sécurité. Et il a demandé, il avait fait venir les 5 gouverneurs des provinces concernées par la question des groupes armés, c'est-à-dire l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Ils étaient tous à Bukavu. Et pendant cette réunion, il a demandé, il a dit lui-même, moi je vais chasser les gens contre qui se battent les groupes armés locaux. C'est-à-dire, je vais me taper sur les FDLR, sur les FNL, etc., Red Tabara et compagnie, tous les groupes armés étrangers, ADF, moi je vais taper sur eux par l'armée. Mais faites un programme qui puisse aider à récupérer tous ces gens qui étaient dans les groupes armés et qui se battaient contre les groupes armés étrangers, pour que nous puissions les faire entrer dans une réinsertion sociale, économique et communautaire, et non plus dans l'armée. Et il a dit, il n'y a plus de négociations. Et nous sommes allés, nous avons fait des réunions à Mouressa 1, Mouressa 2, à Mani. Nous avons réuni tous les groupes armés de l'Est du pays et ils avaient accepté. On avait pu démobiliser plus de 3000 personnes qui étaient à Mubambiro, c'est au Nord Kivu. Il y avait 585 personnes qui étaient à Nyaminyunye, c'est au Sud Kivu. Et les autres attendaient. Donc les groupes armés ont dit à l'ancien président kenyan, ils lui ont dit, nous ne sommes pas en belligérance contre notre gouvernement. Vous désarmez d'abord les ennemis de notre peuple qui viennent attaquer notre terroir. Lorsque nous saurons qu'ils ne sont plus sur le territoire, nous allons déposer les armes parce que nous avions déjà décidé de les déposer. Vous comprenez que c'est la quadrature du cercle. Tant que le Rwanda pensera faire de la sissiparité, vous comprenez, c'est le ténia, hein, vous connaissez ce ver qui attaque le corps humain. Il se reproduit par sissiparité, c'est-à-dire qu'il se découpe dans le même... Les deux morceaux se ressemblent et ont la même nuisance, n'est-ce pas? C'est le RCD qui a commencé, puis il est devenu CNDP, puis il est devenu M23-1, puis il est devenu M23-2. Maintenant, nous sommes au M23-3. Vous saisissez qu'aujourd'hui, si le Rwanda continue avec cette politique d'instrumentalisation, de mensonges, on ne peut pas aller très loin dans la question. C'est pour ça que, bon, c'est vrai, on a eu... Alors, face à ces mensonges du Rwanda,
via M23, la RDC doit continuer avec quelle voie? Diplomatique ou accentuer l'approche militaire? Les deux. Les deux. Nous l'avions dit ici un jour. Eux utilisent la méthode qu'on appelle fight and talk, talk and fight. Vous faites des pourparlers et vous continuez les combats sur terrain. Vous faites les combats sur terrain et vous faites semblant d'aller négocier. Nous n'avons pas le choix. La méthode qu'utilise le président de la République est la bonne méthode. C'est-à-dire quoi? Ne pas couper le lien du dialogue. Vous saisissez? C'est-à-dire que rester en contact avec les Nations Unies, rester en contact avec l'Union africaine, même si on sait que ces gens-là ne feront rien. Ils ne font rien pour le Congo. Il faut toujours continuer à leur parler, à les mettre devant leurs responsabilités. Ils finiront par réagir. C'est ça la diplomatie. Il faut continuer cette voie-là. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais pendant ce temps, il faut assurer la montée en puissance de l'armée. Et vous avez vu la méthode Fatih, comme je l'ai dit. Les images sont passées ici. Vous avez vu avec quel engouement... Mettons les images des recrutements à l'antenne. Oui, vous avez vu comment les jeunes ils ont répondu massivement à l'antenne, s'il vous plaît, à l'appel du président de la République. Ils sont venus, ils ont demandé d'entrer dans l'armée. C'est vrai que il faut absolument, il faut absolument que ce projet-là, c'est 10 000 hommes, soit porté. Oui. Là, c'est 10 000 hommes qui se sont déplacés, recrutés à Kitona. Nous avons besoin d'une nouvelle armée. Regardez le général Chiwewe quand il parle à ces gens là-bas. Quand le chef d'état-major général de l'armée parle, il dit exactement ce qui se trouve dans ce qu'on appelle le texte du programme. Du programme donc que le ministre de la Défense actuel, le docteur Gilbert Kabanda, a mis en place la politique nationale de défense. Cette politique veut une nouvelle armée, une armée aguerrie, une armée de techniciens, une armée où les gens ne viennent pas pour être paupérisés, non. Une armée où les jeunes qui arrivent là-bas viennent servir sous le drapeau en ayant la fierté de servir leur pays et où ils ne seront pas délaissés pour compte. Une armée où on ne recrute pas les gens qui sont les rébus de la société. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que, oh ben voilà, écoutez, les Koulouna ici qui sont en train de nous... Il faut les envoyer dans l'armée. Non, on n'envoie pas des voyous dans l'armée. L'armée est un corps d'élite. Il faut donc que demain, lorsqu'on va vulgariser le texte de politique de défense, il faut qu'on sache qu'il doit y avoir des réservistes. On vient de recruter tous ces jeunes gens, c'est vrai, c'est l'urgence. Il faut absolument que notre armée soit renforcée. Mais demain, il faut les envoyer dans des académies. C'est ça la loi de programmation militaire. Il faut qu'on sache où on les utilise. Il faut qu'on sache ce qu'on fait des réservistes. Des gens comme nous, comme vous, on peut être collaborateurs de l'armée dans nos postes j'allais dire, de recherche ou d'action, parce que en Israël, par exemple, en Israël, tout Israélien est soldat d'office. Depuis l'école secondaire, il termine, il va directement au service militaire, obligatoire. Après les 2 ans, il devient réserviste. Chaque fois que l'armée, chaque fois que le pays a besoin de lui, on fait appel à cette armée de réservistes. Nous devons avoir des gens aussi qu'on appelle des gendarmes. Ceux qui gardent la paix dans les différents territoires. On est en train de faire un programme de 145 territoires. Si ces territoires, s'il n'y a pas la présence de l'État, et la première marque de la présence de l'État, quelque part, c'est la présence de la défense. Alors, nous avons ces jeunes gens qui ont accepté d'intégrer les FARDC, mais il y a la question de l'armement. Pendant ces temps, lorsque la RDC achète les armes, il est buté à ces problèmes où
le Conseil de sécurité lui refuse l'acheminement des armes en RDC. Que doit-on faire? Faire appel à l'intelligence nationale, avec le ministre de la Recherche, à faire appel aux scientifiques congolais pour endiguer à cela, ou continuer à faire profil bas face au Conseil de sécurité? J'aime le volontarisme de l'actuel ministre de la Défense. Je le dis sans embâche. Je l'ai entendu parler lors des journées scientifiques qui étaient organisées le mois dernier à l'hôtel du fleuve, n'est-ce pas, du fleuve Congo, n'est-ce pas? Eh bien, il a dit aux scientifiques congolais, il leur a dit, vous devez nous aider à mettre en place une industrie de l'armée. Une industrie de l'armée, comme on dit. Parce que les États-Unis vivent de quoi? Vous savez que le 1/3 du budget des États-Unis, le 1/3 du budget des États-Unis, le 1/3 du budget des États-Unis vient du Pentagone, vient des industries de l'armement. Vous comprenez? Eh bien, il a donné l'exemple de nos ancêtres. Lorsque nos ancêtres se battaient, est-ce que nos ancêtres allaient faire fabriquer les armes chez leur ennemi ou ailleurs? Non. Nous avions des fonderies. Chez nous, chez les Bashi par exemple, chaque fois que vous entendez qu'il y a un village qui s'appelle Karale, Bourale, etc., Marale, ça signifie là où on a trouvé les minerais de fer ou de cuivre, et c'est là qu'on fabriquait les armes. Il y avait des forgerons qui fabriquaient des armes. Et ils avaient même découvert la radioactivité, je vous l'ai dit en passant. Oui, parce qu'il y avait le coltan là-bas. Ils avaient découvert la radioactivité et ils fabriquaient parfois un truc, on craignait certains forgerons dans les temps là-bas chez nous, parce qu'on disait qu'ils avaient l'impivu. L'impivu, c'était quoi? C'était un amalgame. Ils avaient isolé la matière radioactive. Ils la mettaient, chaque fois qu'ils voulaient faire nuire à quelqu'un qui leur avait fait du mal, ils la mettaient derrière la maison de cette personne. Et toute la famille périssait par la radioactivité. On appelait ça l'impivu. Donc ils avaient découvert la radioactivité. Ils connaissaient ça. Ils connaissaient les effets de l'uranium qui accompagnent toujours le colombo-tantalite. Vous comprenez? Eh bien, nos armes, on les fabriquait nous-mêmes. Il faut qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne soit pas tributaire de l'acquisition des armes à l'étranger. Nous devons fabriquer nos armes. La Tanzanie fabrique ses armes. L'Afrique du Sud fabrique ses chars de combat en Afrique du Sud. Ne les commande pas ailleurs. Nous avons suffisamment de matière. Nous avons suffisamment de matière grise aussi pour pouvoir le faire. Nous devons le faire et c'est pour ça qu'on a demandé un budget de plus d'1 milliard de dollars par an pour l'armée. C'est pour pouvoir mettre en place, mettre en route cette industrie de l'armement. Déjà aujourd'hui, nos uniformes, les uniformes que portent ces jeunes gens, vous savez que ces uniformes n'ont plus été commandés en Chine comme on le faisait avant. Ces uniformes sont fabriqués ici, à Lancélé. Oui, sont fabriqués ici à Kinshasa maintenant. Il y a un grand atelier, un atelier moderne qui avait été commandé en son temps par le président Mobutu, mais qu'on n'avait jamais utilisé. Et on avait formé des gens pour le faire. Maintenant, aujourd'hui, cet atelier fonctionne. On fabrique les bottines pour l'armée, on fabrique les uniformes de l'armée au Congo maintenant. C'est ça justement l'embryon de ce que nous sommes en train de demander. Il faut que la République démocratique du Congo ait une industrie d'armement. L'Ouganda l'a compris. L'Ouganda fabrique ses propres armes aujourd'hui. Ils ont une industrie. Et cette industrie contribue au développement économique du pays. Parce qu'au lieu d'envoyer de l'argent à l'étranger pour commander des choses, si vous les fabriquez vous-même ici, le fameux embargo dont on parle, oui, vous connaissez cette histoire rocambolesque de la communauté internationale entre guillemets. Je mets toujours entre guillemets parce que la communauté internationale n'existe pas, nous en faisons partie aussi, mais en réalité c'est quelques pays qui tiennent à laisser le Congo dans une certaine faiblesse structurelle au niveau de l'équipement militaire. Parce qu'ils disent non, le Congo n'est pas concerné, n'est pas sous embargo, mais les Congolais, quand ils veulent acheter des armes, ils doivent quand même, ceux qui leur fournissent les armes doivent le notifier aux Nations Unies.
vous notifiez, les Nations Unies, c'est qui? Le Rwanda en fait partie, non? L'Ouganda en fait partie. Qui nous combat? Le Rwanda, l'Ouganda, etc. Donc, nos ennemis reçoivent le rapport des armes que nous devons acheter. Mais eux, quand ils achètent des armes, c'est gratuit, il n'y a pas de rapport. Lorsque les États-Unis leur fournissent des missiles Stinger, ils ont les missiles Stinger. Lorsque on leur fournit les armes pour la lutte contre le terrorisme au Mozambique, lorsque la France leur donne des armes, pour combattre en Centrafrique, au Mozambique, il n'y a pas de problème. Lorsqu'ils reçoivent de l'Union européenne 20 millions de dollars pour commander des armes, personne ne regarde. Et les Nations Unies viennent nous dire, non, ils ont un armement sophistiqué, digne d'une armée, comment ils disaient? Une armée moderne, n'est-ce pas? Les armées modernes utilisent des armes sophistiquées pour tuer des civils. 300 civils tués à Kichiché. Est-ce que c'est ça? C'est ça que le monde civilisé, comme on dit, le monde civilisé veut nous montrer comme exemple. Voilà la question qui est posée. La République démocratique du Congo devrait avoir le même droit de se défendre devant ses ennemis. Et on ne peut pas être le coffre-fort du monde et ne pas avoir une garde derrière le coffre-fort. Il faut que quelqu'un garde ce coffre-fort. Et le monde se trompe lorsqu'il croit que, en maintenant cette situation de ni paix ni guerre, c'est-à-dire c'est la situation dans laquelle nous avons vécu pendant 20 ans. On nous a maintenus dans une situation de violence, oui, de violence extrême contre les populations. C'est une violence extrême contre les populations, mais il n'y a pas de front. Il n'y a pas une armée d'un pays, n'est-ce pas, qui se bat, comme en Ukraine et en Russie. C'est deux armées de deux pays qui sont en confrontation directe. Ils ont laissé le Rwanda et l'Ouganda organiser le chaos à l'est du Congo, une partie du pays. Maintenant, ils sont en train de refaire la même chose. Hein. Vous avez appris que dans la zone de Bukangalonzo, Kwamut, etc., c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire qu'il y a déjà des infiltrations. Ils créent le chaos quelque part, ils font voir que c'est un problème ethnico-tribal, etc. Mais, quand vous allez creuser en dessous, vous voyez que ce sont des gens, des services spéciaux, des gens d'une armée, qui sont en train de commettre ces exactions sur les populations pour créer une situation de confusion. Alors, aujourd'hui, la RDC a besoin, Crispin, la RDC a besoin de s'armer. La RDC a besoin, c'est vrai, de la diplomatie. Nous sommes entrés dans l'East African Community. Les gens qui nous ont acceptés dans cette communauté, donc les Tanzaniens, les Kenyans, les Ougandais, les Rwandais, les Sud-Soudanais, etc., doivent être conséquents. Un pays appartenant à l'East African Community ne peut pas faire la belligérance contre un autre pays sans que l'EAC le condamne. Donc nous devons exiger, la diplomatie congolaise doit exiger la transparence lorsque nous sommes en train de parler avec eux. L'autre jour, j'ai entendu le président Bosso du Parlement parler de la SADC, n'est-ce pas? La SADC nous a aidés depuis Sun City jusqu'au moment où nous avons tapé sur, lorsque nous avons tapé sur le M23, n'est-ce pas? C'est eux qui ont constitué la force d'intervention de la MONUSCO qui a tapé avec nous, avec le général d'heureuse mémoire, Baouma, et le colonel Mamadou Ndala. C'est eux qui nous ont aidés à taper sur le M23. Aujourd'hui, la RDC a besoin de sentir que la communauté internationale comprend que les Congolais aussi ont droit à la vie. Troisième chose. Le Congo n'a jamais, les Congolais n'ont jamais eu dans leur pensée des idées de xénophobie ou de refus de l'étranger ou de délit de faciès. Il faut que les gens arrêtent ce discours-là. C'est ce discours-là, j'ai aimé la manière dont le président de la République l'a martelé,
Eh bien, ce discours-là n'est pas congolais. Très bien. Il faut donc qu'aujourd'hui, on remette le Congo face à l'Afrique et face au monde pour que le Congo ait la paix. Merci beaucoup, professeur Baala, d'avoir accepté l'invitation ce matin sur Télé 50. Mesdames et messieurs, nous étions avec le professeur Baala qui nous a démontré que l'annonce faite par le M23 de se retirer, c'est une fausse alerte. Alors, nous devons rester vigilants. Le FARDC doivent continuer avec les opérations militaires, mais le chef de l'État doit aussi continuer avec le front diplomatique, faire le deux, mais ne pas oublier que nous avons en face de nous des gens qui sont animés de mauvaise foi, qui appliquent Ubwenge, la ruse. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, ça en est donc fini avec ce programme. Restez branchés sur votre chaîne Télé 50. Je vous retrouve prochainement dans d'autres émissions avec le même plaisir. Au revoir.